Bonjour. Oh, bonjour. Papa, comment vas-tu? Et comment vas-tu? Tonton ancien, Très bien. le doyen, camarade, Très heureux. nous nous connaissons. Nous n'avons plus besoin de nous faire des présentations. Et donc aujourd'hui, cet entretien va être axé autour des problématiques du panafricanisme. Mais cette fois-ci, ce sera les questions de tribalisme politique. Le grand fléau de l'Afrique, le grand fléau du continent. Et à côté de ces questions-là, on parlera, pour plus d'optimisme, de l'expérience qui règne autour de notre armée, qui est l'armée de l'Union africaine en construction, qui, d'après les prévisionnistes les plus optimistes, prétendent qu'elle sera la première armée du monde. Président, Oui. le fléau du tribalisme politique, C'est un fléau contre lequel nous devons nous battre. Ça vient depuis la traite négrière. Quand il y avait la traite négrière, souvent, une tribu pouvait envoyer une autre tribu entre les mains des esclavagistes. C'était très grave. Au point que dans la tribu, pour qu'ils se reconnaissent, c'est-à-dire que ceux qui allaient aux États-Unis, ceux qui allaient dans les pays arabes, ils mettaient, si tu veux, des traces soit sur les joues, soit sur le front, en disant, bon, si ils vont à l'étranger, si on les coupe du pays, ils pourront se reconnaître. C'est ce qui explique en partie que vous avez des Africains qui ont 3 traces sur la joue gauche ou sur la joue droite, ou qui ont des traces sur le front. C'était uniquement pour se reconnaître. Mais la tribu la plus puissante, souvent envoyait la tribu faible chez les musulmans, je veux dire les esclavagistes arabes, mais aussi chez les Européens. C'est très grave ce qui s'est passé d'abord durant la traite négrière. C'est un fléau qui ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient depuis des temps anciens. Alors, ce fléau, il faut absolument le combattre. Il n'est pas normal que ce qui s'est passé durant la traite négrière, aujourd'hui, se retrouve en période moderne dans nos comportements, dans nos institutions. C'est pas normal et vous avez bien fait, c'est un très bon sujet. Le tribalisme politique doit être combattu parce que le tribalisme politique ne peut que nous mener vers plus de catastrophes. c'est le premier fléau qui a empêché la construction de l'Union africaine, du panafricanisme. Ça a été le premier frein. D'ailleurs, nos frères des Amériques, à qui je passe le bonjour et la paix, au TEP, nous en veulent parce qu'ils ne comprennent pas comment les Africains ont pu se vendre entre eux. Lorsqu'on leur dit ça, c'est quelque chose d'inconcevable. Mais c'est qu'il faut qu'ils comprennent ce que c'est que la réalité africaine, le tribalisme. Et il faut qu'ils comprennent que cette culture du tribalisme, c'est ce qui a conduit des tribus à faire la guerre à d'autres tribus. Et les prisonniers de guerre, et ben, comme c'était considéré comme des ennemis, et ben, on en faisait n'importe quoi avec. Et c'est tout ça qui a conduit à ce que malheureusement, il y a eu ce grand drame qui a été la traite transatlantique. Absolument. Et vraiment, il faut que nos frères des Amériques, si même ils veulent nous insulter, nous taper, nous faire des remontrances, qu'ils s'en prennent au tribalisme politique. Absolument, totalement vrai. Mais encore que dans ce tribalisme politique, il n'y avait pas toutes les tribus qui acceptaient ça. Il y a des tribus qui résistaient, qui disaient, nous on refuse de vendre nos frères musulmans qui viennent ici pour pouvoir faire travailler ces esclaves dans les pays arabes, parce que les pays arabes ont été les premiers pays. Alors là, ce sont les rafles et les malheurs de l'esclavage, c'est souvent les pays malheureusement arabes qui ont été à l'origine. Et naturellement, il faut condamner aussi, comme tu l'as bien dit, le fait que les Américains, les Européens se sont mêlés. Tout ça, c'est à condamner. Mais il y avait quand même des tribus qui disaient non, on refuse de vendre nos frères, on refuse de vendre nos fils. Et ces tribus, il faut leur rendre hommage. Bon, elles n'étaient peut-être pas nombreuses, mais elles existaient. En tout cas, chez les Mandingues, par exemple, il fut un moment où on refusait de vendre nos frères à l'étranger. Et ça, c'est le même comportement qu'il faut adopter aujourd'hui. Il faut que, définitivement, tout en nous excusant auprès des fils et filles de déportés africains aux États-Unis et ailleurs, il faut absolument qu'on arrive à mettre définitivement fin à ça. Il faut arrêter ça, parce que cette saignée
c'est ce genre d'hémorragie que nous sommes plus ou moins, on a été contraints de le faire parce que les étrangers qui venaient avec du fusil, et souvent qui venaient aussi avec le sel, avec du sucre, pour pouvoir soudoyer nos chefs de tribu. C'est de l'escroquerie. Ils nous escroquaient moralement. Et puis ils nous vendaient leurs femmes aussi. On Bien connaît sûr. les rois nègres, orgueilleux. Absolument. Toutes les plus belles femmes du monde. Absolument. Donc il faut arrêter tout ça, tout en nous excusant auprès des fils et filles de déportés qui en ont fait les frères. Maintenant, il faut absolument qu'ils comprennent aussi que les temps étant ce qu'ils sont, le moment est venu de nous réconcilier. Et je suis très fier de constater que des ressortissants afro-américains souvent vont au Bénin, ils vont au Mali, ils vont même au Rwanda, ils vont un peu partout actuellement. Et ça c'est un plaisir, c'est un bonheur. Ce qui veut dire qu'on leur a toujours dit aux Antillais de revenir sur la terre des ancêtres. Ils le font. Ils le font de très bonne grâce parce que le moment est venu de nous réconcilier. Maintenant, il ne faut pas non plus croire que, et je le redis, que toutes les ethnies, toutes les tribus ont accepté le fait de vendre des nègres à l'étranger. Il y a eu, en tout cas chez les Mandingues, il y a eu une résistance farouche contre la vente. Oui, les plus grosses tribus se sont compromis. Lorsque nous parlons de l'Empire du Mali, c'est quand même l'un des plus grands empires de l'Afrique de l'Ouest. Quand on parle du royaume Congo, où à eux tout seuls, ils ont alimenté tout le Brésil. Tous les Noirs qui sont au Brésil, aux Caraïbes, tout ça, ils proviennent essentiellement du royaume Congo. Oui. Et ce sont des proportions considérables. Totalement considérables. Et je condamne ça justement. C'est un peu comme un État aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut expliquer. Quand il y a certains dirigeants africains font le jeu de l'Occident au détriment du développement de leur population. Ah non, président. Non, attendez. Il ne faut pas toujours attaquer les certains Européens. dirigeants. Non, tu n'attaques pas les Européens, mais c'est la problématique du tribalisme. Oui. C'est-à-dire c'est nos péchés à nous. Oui, absolument. Donc là, parlons de nos péchés à nous. Oui. Aujourd'hui, on laisse tomber les Européens pour qu'ils s'attaquent à nous-mêmes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas souvent été nous-mêmes corrects avec nous-mêmes. Je suis d'accord avec vous. Les rois nègres. Ah oui, les rois Parlez nègres. des rois nègres. Oui, il y a beaucoup de rois nègres qui se sont mal comportés. Ça, je suis d'accord avec vous. Et ce sont ces rois nègres qui faisaient en sorte que non seulement le continent a perdu les meilleurs d'entre nous, ses meilleurs fils. C'est ce qui explique que les meilleurs fils qui sont allés aux États-Unis, quand vous voyez aujourd'hui leurs fils, ce sont des gens costauds et tout, puisque c'était les meilleurs qu'on envoyait effectivement à l'étranger. Donc, on n'a pas été toujours bien avec nous-mêmes, on n'a pas été correct avec nous-mêmes. Et ces comportements, il faut les condamner aujourd'hui. Il faut corriger les cicatrices. Il faut corriger effectivement les effets collatéraux du fait que certains empires nègres de l'autre époque se sont très mal comportés. Je suis d'accord avec vous, nous n'avons pas été toujours exemplaires. Et maintenant, il va falloir que nous nous rachetons. Parlez-nous du tempérament du roi nègre, c'est-à-dire le chef de tribu qui n'écoute personne. Non, il y avait que son orgueil, que son cœur, qui n'a peur de personne, qui casse tout. Oui, mais alors il y avait des rois nègres. Quand il tape sur la table, le monde, la terre tremble. Oui, mais les rois nègres à l'époque, certains n'étaient pas aussi un culte. Il y a eu des rois nègres réellement dangereux, méchants, cupides, mais il y a eu aussi des rois nègres humanistes qui se sont dit non, on ne peut pas continuer non plus comme ça. Non, c'est-à-dire que c'est 50-50. Il y a eu des bons et des mauvais, y compris sur les rois nègres. Il y a eu effectivement des rois nègres méchants, des rois nègres vendus carrément à l'étranger. Et ça, il faut les condamner. Maintenant, ceux qui ont résisté, ça aussi, il faut leur rendre hommage. Donc, c'est 50-50. Le mauvais roi nègre, mais il y a eu quand même de bons rois nègres. De mauvais présidents africains, mais aujourd'hui, il y a eu de très bons présidents africains. Et là-dessus, il faut mettre l'accent. Nous faisons partie de ceux qui sont restés humbles, mais en même temps patriotes. Ça a toujours été comme ça. Quand je cite le cas de Samori Touré, je peux le citer. Samori Touré n'a jamais voulu se compromettre. Il a dit ce sera la liberté pour les populations mandingues et autres, ou rien du tout. Et il s'est battu. Et même son propre fils, à un moment donné, son propre fils de Samori a voulu lui-même se laisser influencer par la France de l'époque. Eh bien, il a embastillé son propre fils en disant écoute, si tu veux trahir
les nôtres, si tu veux trahir ton peuple, si tu veux trahir tes tribus, je te mets en prison. Et c'est comme ça qu'il a mis son propre fils en prison. Ce qui, à l'époque, avait été très mal vu. Autrement dit, il y a des patriotes et qui restent patriotes, quelles que soient les tempêtes. Donc, ces rois d'hier qui ont résisté, il faut leur rendre hommage. Et les Soundiata qui ont été quand même des résistants, il faut leur rendre hommage. Bon, par rapport aux autres qui se sont compromis, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses, rendre hommage à ceux qui ont résisté et naturellement dénoncer ceux qui n'ont pas résisté. Président, mais sur le contexte de notre péché africain, quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour guérir cette blessure, cette saignée? L'éducation. Il n'y a pas mieux que l'éducation, il n'y a pas mieux que le dialogue, il n'y a pas mieux que l'enseignement. C'est ce que nous faisons à travers, si vous voulez, votre information, l'information telle que vous l'amenez actuellement, le cercle UJA Mandela, c'est ça, informer les gens. C'est leur dire, puisque nous avons commis des erreurs dans le temps, puisque nous avons laissé partir les meilleurs d'entre nous, puisque le continent a été vidé d'une bonne partie de ses fils, il faut absolument arrêter ça. Et pour arrêter ça, il nous faut entre nous faire ce que nous faisons notre mea culpa. C'est l'heure du mea culpa. Sans pour autant s'auto-flager comme on dit. C'est l'heure du mea culpa. Oui, nous avons commis des erreurs. Oui, nous sommes prêts à nous racheter. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons de cette prise de conscience. Mais est-ce que ce tribalisme politique est bel et bien terminé? Non, parce que il n'est pas terminé. Nous avons parlé de la période de la traite, mais il y a quand même eu la période des indépendances. Absolument. Même après avoir été colonisé, lorsqu'il a été question de construire le projet du panafricanisme, des indépendances des années 60, il y a eu encore cette caricature du roi nègre. Absolument. Qui a bloqué les constitutions des grands empires. Absolument. Parce que lorsque nous prenons le cas de la Fédération du Mali, vous avez parlé d'un certain chef d'État qui a bloqué cette fédération. C'est Senghor. C'est encore le stéréotype du roi nègre. Ouais. Ça date des années 60, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans. Oui. Donc nous avons encore eu ce regain de tempérament roi nègre. Voilà. Nous avons encore eu ces exemples en Afrique centrale, Ouais. en RDC, lorsque nous avons des leaders comme celui qui a été assassiné là, dans les années 60, Lumumba. Lorsqu'il a été assassiné par ses frères, c'est encore le comportement du roi nègre. Absolument. Qui préfère la corruption pour prendre la place du absolument. papa. Absolument. C'est ça, non? Ouais. Et on a plein d'exemples comme ça un peu partout en Afrique. Ouais. Même le cas du Burkina Faso avec Thomas Sankara, c'est encore le roi nègre. Absolument. Ah oui. Voilà. Et même au Ghana, avec les Kwame Nkrumah, les trahisons. Ouais. L'assassinat de Ali Selassie en Éthiopie, encore le roi nègre. Absolument. Donc ce fléau, est-ce que c'est peut-être quelque chose de génétique? Non, c'est pas génétique. C'est tout simplement ce qu'on appelle des gens qui ont été mal éduqués, qui ont été désinformés et qui ont été pratiquement vendus aux intérêts sordides. C'est ça toute la vérité. Et en plus, il faut dire ça, c'est que ces rois nègres ont laissé un tel dégât culturel, mental, que certains dirigeants, et on a parlé du cas de Senghor qui est quand même un homme cultivé, qui avait même fait l'éloge de Chaka Zulu dans certains écrits, mais en même temps, tout d'un coup, quand il y a eu la Fédération du Mali pour aller contre justement l'espèce de partage de l'Afrique sur le plan économique, même Senghor a saboté la Fédération du Mali. Ce qui est très mauvais, qu'un intellectuel fasse ça, je crois que c'est une forme de trahison, mais Senghor pour autant a fait de son mieux pour que son pays, évidemment, accepte et adopte les institutions européennes, particulièrement les institutions françaises. Bon, ça a été son choix, c'est une autre chose. Par contre, il y a eu des patriotes, et je mets l'accent là-dessus, et vous avez bien fait de citer Nkrumah. C'était un grand patriote qui a toujours été opposé à Senghor. Ce qui veut dire que les rois nègres de l'Occident, par rapport à nos patriotes comme Nkrumah, Lumumba, eux, ils sont morts carrément, et comme Ahmed Sékou Touré, ils ont combattu. Et d'ailleurs, je mets l'accent là-dessus. Dès les premières heures de l'indépendance, quand Sékou Touré lui-même a compris
qu'on allait vers une forme de balkanisation et qu'on allait se servir de nous-mêmes, des intellectuels africains pour pouvoir nous piquer le pétrole, les diamants, de l'or et tout ça. Il a commencé à résister. Et dès qu'il a résisté, ce qu'on a appelé la France-Afrique lui a déclaré une guerre terrible. Personne ne peut le nier. C'est-à-dire qu'ils ont saboté l'économie, ils sont passés par quelques Guinéens pour que le régime de Sékou Touré ne fonctionne pas. La vérité, c'est que ces patriotes-là, il faut les réhabiliter. Et l'Occident veut nous empêcher de les réhabiliter. Et ça m'amuse. Parce que l'Occident veut nous faire croire que les Lumumba, les Sékou Touré, et évidemment les Sankara, c'était le diable. C'est faux. Ce sont des patriotes. Et nous, même si l'Occident essaye de les diaboliser, nous n'avons pas le droit d'accepter que l'Occident diabolise ce que j'appelle nos patriotes. Nous refusons. Et donc le cas Ali Selassie. Alors, c'était le Négus qu'on l'appelait. C'est quelqu'un qui a toujours été ce que j'appelle dans le bon camp. Il ne faut pas oublier que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée par les Italiens, que quand les Italiens ont tenté d'envahir l'Éthiopie, ils ont été vaincus. Et Haïlé Sélassié est resté fidèle à cette résistance à la fois militaire, économique et culturelle. Et quand on a lancé l'OUA, il a été l'un des rares à dire qu'il faut que le siège soit à Addis Abeba. Parce que Haïlé Sélassié était conscient que si on mettait le siège de l'OUA ailleurs qu'en Éthiopie, à Addis Abeba, que l'impérialisme international et les magouilles pouvaient saboter l'OUA. Et c'est pourquoi il a insisté que le siège de l'unité africaine soit à Addis Abeba. Président. Et en même temps, il a contribué à rapprocher les points de vue. C'est le seul Négus fédérateur qui a pu rapprocher le point de vue d'un Senghor à celui d'un Nkrumah. C'est pour vous dire que c'était quelqu'un qui était pratiquement le magicien de l'unité africaine, le visionnaire, Président. le patriote. Certains noms disent que le panafricanisme, c'est-à-dire l'Union africaine, qui a été pensée par Marcus Garvey, Oui. et qui a été réalisé Absolument pas par Nkrumah et autres. Nkrumah et Haïlé Sélassié, a même inspiré l'Union africaine, l'Union européenne. Est-ce que c'est vrai? Ah ben parfaitement. Est-ce que c'est vrai que l'Union Mais bien sûr. européenne s'est inspirée du projet de l'Union africaine? Absolument, absolument. Certains C'est-à-dire, le disent, mais moi j'aimerais l'entendre. mais absolument, l'Union européenne, quand elle a compris que les Africains avaient de très bonnes idées, d'abord parce que l'Union européenne s'est toujours nourrie de notre division. Donc l'Union européenne vient piquer nos matières premières. Et quand l'Union européenne a vu que les Africains ils ont effectivement cette idée de se retrouver, de faire bloc contre l'exploitation de leurs matières premières, l'Union européenne a piqué cette idée. Et puis, Les Européens, en fait, ont piqué l'idée de faire l'Union européenne. Oui, ils ont piqué l'idée, puis ils s'étaient battus entre eux, il y a eu le nazisme. Voilà, ils se sont rapidement mis d'accord qu'il fallait commencer par l'acier, il fallait commencer par l'Union. Pour nos auditeurs qui sont Absolument. préciser les dates. Ah, mais Je pense que cette histoire a commencé. c'est-à-dire que la date, oui, dès qu'en 42, 43, 44, 45, ils ont compris qu'il y a eu ce ravage-là par le nazisme, ils se sont dit, bon, on va commencer d'abord par faire en sorte que sur le plan de l'économie, on trouve un terrain d'entente, et puis graduellement, de l'économie, nous allons aller vers le côté politique, et après on va faire la défense, etc. etc. Non, ils se sont inspirés. D'abord, ils se sont inspirés des dégâts de leur guerre, et en même temps, de ce que les Africains, eux, depuis Marcus Garvey, avaient envisagé de faire une espèce de fédération, ou en tout cas des États-Unis d'Afrique, que Nkrumah a pu reprendre. Oui, les Européens s'en ont d'une façon ou d'une autre inspirés. Bon, maintenant, avec Sélassié, qui était un type visionnaire, ce dernier a compris qu'il fallait passer, si tu veux, de la théorie à la pratique. Et la pratique, c'était de réaliser, d'abord donner un siège à l'Union africaine à Addis Abeba, ensuite rapprocher les points de vue, ceux de Senghor, de Nkrumah et autres, de Sékou Touré, et puis y compris de la monarchie telle que, à l'époque, vous avez Mohamed
le fils de Mohamed V, c'est-à-dire Hassan II qui a joué aussi. Il fallait rapprocher tout ce beau monde et faire en sorte que l'unité africaine de la théorie devienne quelque chose de palpable, de touchable, de visible. Et c'est le cas actuellement. Donc il y a toujours un travail. Il y a un travail à continuer, à amplifier. Il faut amplifier le boulot. Au niveau des dates, c'est-à-dire que les Marcus Garvey, c'est avant le XXe siècle, c'est avant le début du XXe siècle. C'est le début du XXe siècle. C'est à la fin du XIXe siècle. Voilà. Et bon, le projet a été pensé par les Marcus Garvey Absolument. avant le début du XXe siècle. Ouais. Puis, lors des luttes d'indépendance, c'est-à-dire dans les années 30-40. Oui, déjà. 30-40 en Afrique, Ouais. il y avait déjà ce projet d'Union africaine. Absolument. Tandis que l'Union européenne, c'est après. Parce que c'est après Bien la après. fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Où là, les Français, ayant été traumatisés, bouleversés par le choc qu'il y a eu avec Absolument. la Nazi, ont eu cette idée-là vraiment dans les années 50. pratiquement. Absolument. C'est à la fin des années 40, début des années 50. Donc Voilà. c'est vraiment postérieur au projet du panafricanisme. Exact. Mais président, comme là, nous sommes sur la problématique du tribalisme politique fléau du continent, Ah oui. qui a vraiment cassé même cet élan de panafricanisme, d'union de cette union du continent. Nous avons le cas actuel, présent, parce que nous avons fait l'historique pendant la traite, la période de la traite, le fléau du tribalisme. Nous avons eu maintenant, pendant la période des indépendances, le fléau du tribalisme qui a cassé ce projet d'union africaine. Et puis même de nos jours, Absolument. il y a toujours ce fléau du tribalisme qui là maintenant s'est muté sous des formes de guerre qu'on nous présente, sous des formes de guerre maintenant religieuses. Soi-disant que des tribus s'étant converties au christianisme, d'autres converties à l'islam, et puis d'autres étant restés animistes, aujourd'hui se font la guerre sous des prétextes religieux, mais derrière nous savons qu'il y a toujours ce fond tribaliste. Totalement. Président. Alors, bon, en vérité, la religion s'est mêlée dans une situation déjà trouble. L'esprit ethnique, l'esprit tribal, ce fléau qu'il faut dénoncer à tout moment, est la pire des choses qui puissent arriver au continent africain. Et nous avons dit au début que s'il y a eu des patriotes qui ont résisté à ça, à la vente de nègres par votre nègre, qu'il y a eu évidemment des résistants auxquels nous avons rendu hommage. Mais il y a eu ce qu'on appelle la suite mentale de ce côté ethnique et tribal. La religion se sert de ça. Nous étions au début animistes. Je me souviens que quand j'étais jeune, j'ai vu des gens qui adoraient par exemple le fleuve, des arbres, et qui évidemment faisaient des offrandes à ceux qui sont partis. Mais quand les musulmans sont venus entre-temps, par le biais de la traite négrière et de l'esclavage, mais de même que les chrétiens, par le biais de des prêtres qui sont venus avec la Bible, ils se sont servis de l'esprit ethnique à un moment donné. Je me souviens que les musulmans qui mettaient les jeunes à l'école coranique, dès qu'il y a un parmi ces élèves de l'école coranique qui brillait, ils le faisaient passer aussitôt pour quelqu'un qui pourrait devenir un imam. Et je me souviens aussi du côté des catholiques, dès que les prêtres essayaient de voir quel est le nègre qui assimilait le christianisme facilement, on l'envoyait dans des séminaires. Vous comprenez que l'animisme, même qui était notre religion de départ, et finalement est passé, alors là en dessous, on l'a marginalisé, on l'a écarté, on l'a diabolisé. C'est-à-dire que ceux qui adoraient les arbres, les fleuves, qui parlaient à nos ancêtres sont passés comme si c'était des gens qui adoraient en quelque sorte des choses qui étaient contraires à la morale, à la culture et à la religion. Donc ça a été ce que j'appelle la manière de faire disparaître notre première religion qui était l'animisme. Maintenant que ces religions étrangères se soient emparées de l'esprit ethnique, parfois pour nous dresser les uns contre les autres, mais c'est à nous de dire que non, un bon musulman ne peut pas accepter d'aller contre son frère nègre qui est catholique. Un bon catholique ne peut pas non plus accepter d'aller contre son frère qui est musulman. Et ça, il faut que ce soit pas la pédagogie,
par le dialogue, par l'explication, comme nous le faisons, pour que les Africains sachent qu'on les dresse contre eux-mêmes par la religion et qu'ils ne doivent pas accepter. Et qu'ils exploitent l'esprit tribaliste. Il faut refuser. Si demain, ce qui se passe au Mali, ils comprennent que c'est uniquement par intérêt cupide qu'on les dresse les uns contre les autres, que les talibans et les djihadistes qui sont venus au Mali pour casser le Mali ne le font même pas par conviction religieuse, ils le font par intérêt. Savez-vous que les djihadistes, les talibans qui sont au Mali, mais c'est une histoire de drogue, de trafic de tout genre, de prostitution. Ce sont des gens qui ne sont, ils sont tout sauf religion, ils sont tout sauf croyants. Donc, non, qui se servent du tribalisme. J'ai vu qu'il y avait même un Touré qui avait rallié le camp des Moujao, mais c'est totalement idiot. Il paraît qu'il avait coupé des bras. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas qu'on se serve de la religion pour casser encore une fois de plus notre continent. Mais tout ce qui est ethnique doit être combattu. Tout ce qui est tribal doit être combattu parce que nous voulons un panafricanisme éclairé, solide, et nous voulons faire les États-Unis d'Afrique par la justice, par la conscience, par la foi et naturellement par la tolérance. Président, juste une question, mais vraiment une question qui me taraude, c'est que souvent les étrangers, c'est-à-dire les non-africains, ils emploient cet argument récurrent pour dire qu'il était nécessaire de les évangéliser ou de les islamiser, parce qu'ils disaient que nous, les Africains, dans l'histoire d'animisme, il y avait ces légendes, peut-être c'est une réalité aussi, de cannibalisme. Non, c'est faux. Je me souviens... Toujours le cannibalisme a été mis en lumière. Oui, mais le On ne peut cannibalisme... pas dire c'est faux parce que dans une certaine région, entre le Gabon, j'ai de la famille gabonaise, je suis africain. Non, attendez. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelle l'adoration des morts. Et on a fait croire à certaines tribus qu'il fallait manger, par exemple, disons, le cœur du premier-né pour pouvoir être encore plus fort. C'est ce que j'appelle de l'intoxication. C'est de l'intoxication, de la désinformation. C'était généralisé, c'était pas Non, ça ne s'est pas généralisé. Ça se faisait Ça dans ne quelques s'est pas cultures. généralisé. C'est marginal ou Ça a été général? marginal. Il y a eu quelques tribus qui se sont laissés piéger. C'était un piège en disant si on vous fait croire qu'il faut manger le cœur de tel pour être plus fort, mais vous savez bien que c'est faux. Même en mangeant le cœur de quelqu'un, vous êtes toujours ce que vous êtes. Donc c'est de la désinformation et c'est inacceptable. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il nous faut de la pédagogie dans nos émissions pour dire aux Africains que c'est faux, ce que les tribus qui se sont laissées prendre à ce piège, il faut absolument qu'ils fassent marche arrière. Parce qu'on a accusé beaucoup de chefs d'État comme ça. Hein. Ah oui, pour salir leur image. Il y a eu des chefs d'État qui ont marché dans ça parce qu'ils se disaient si je fais ça pour la tribu, je peux être élu. Et ce sont de très mauvais chefs d'État qui ne rendent pas service ni à leur tribu, ni au continent africain. Notre devoir, c'est de corriger cet état de choses. C'est de refuser cet état de choses. Non, nous refusons le cannibalisme. Heureusement que ce n'est pas toutes les tribus qui ont accepté. Il y a eu quelques tribus qui ont accepté d'être désinformées et nous devons nous battre contre ça. Il faut aller dans ces tribus, leur dire qu'on vous a désinformé, on vous a lavé le cerveau dans le mauvais sens et vous faites du n'importe quoi. Ce que vous faites là, vous ne vous rendez pas service. Vous ne rendez pas service à votre ethnie et vous nous ridiculisez auprès de la communauté internationale. Donc nous devons lutter contre ça. Non, dans la question, il y avait encore, bon ça vraiment, on ne dit pas que ces pratiques se font encore de nos jours. Nous souhaitons vraiment que nos chefs d'État puissent recenser vraiment nos tribus qui sont encore certainement dans une pratique d'ignorance et qu'il faut vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, apporter une pédagogie, une éducation face à ces comportements qui peuvent être encore très anciens. J'en appelle à Sassou Nguesso, j'en appelle à Bongo, fils, j'en appelle à Paul Biya, j'en appelle au président de Guinée équatoriale, j'en appelle à tous ces chefs d'État où il y a eu Obiang, tout ça, c'est ce que j'ai dit la Guéma. Tous ces pays et toutes ces tribus, marginalisées d'ailleurs, je dis qu'elles ne sont pas du tout aussi nombreuses qu'on le croit. J'en appelle aux chefs d'État d'aller dans ces tribus et de leur expliquer qu'il faut arrêter ce comportement grégaire, ce comportement qui nous ramène à l'état animal. Et que si ces chefs d'État le font,
Mais je vous dis que ça peut parfaitement disparaître C'est de nos pour la mœurs et santé de de nos notre coutumes. panafricanisme. Mais c'est mais absolument. Donc j'en appelle à Paul Biya, j'en appelle à Nguema, j'en appelle à Sassou Nguesso, j'en appelle à Bongo Fils. Il faut absolument aller dans les tribus et casser cette mentalité qui consiste à dire qu'il faut manger l'autre pour être fort. C'est faux, c'est pas en mangeant l'autre qu'on devient fort. Bien au contraire, c'est vous, quand vous mangez l'autre, vous êtes encore plus faible parce que vous vous rabaissez et vous vous mettez dans l'état animal. Président, Donc le combat continue. sur le tribalisme politique, lorsque nous voyons que lorsqu'une ethnie s'impose souvent au pouvoir, elle peut faire en sorte de causer des dégâts, puisque l'autre ethnie n'aura peut-être pas les mêmes avantages que le président au pouvoir qui va, par mesure souvent de sécurité, voudrait avoir les siens près de lui et faire en sorte que les autres ethnies ne puissent pas avancer. Voilà. Quelle est cette problématique? Comment nos chefs d'État peuvent régler ce Nous allons régler ça par des lois. Et j'ai dit, puisque nous sommes maintenant dans l'ère moderne, et là, Obama a parfaitement raison quand il a dit qu'il faut des institutions fortes. Eh bien, si dans nos pays, seules les institutions comptent, il faut faire quoi? Il faut dire, pour le moment, un mandat renouvelable une seule fois. Eh bien, si on dit un mandat renouvelable une seule fois, que ce soit le meilleur qui gagne. Et ce meilleur peut venir de toutes les tribus. Et puis, il faut que dans ces institutions, il faut dire que si vous insultez telle ethnie, si vous vous en prenez à telle ethnie, vous êtes pénalisé. Il faut qu'il y ait des lois. Si par exemple, vous insultez les Peuls, alors là, celui qui a insulté les Peuls doit être puni. Il doit être mis à l'amende. Si vous insultez les Mandingues, eh bien celui qui a insulté les Mandingues parce qu'ils sont Mandingues, il faut le punir. Il faut le mettre à l'épreuve. Même ces conflits dans nos si vous insultez les Haoussa, eh bien, parce que vous avez insulté les Haoussa, parce qu'ils sont Haoussa, vous devez être puni. Si vous insultez les Yoruba, parce que vous insultez les Yoruba, parce qu'ils sont Yoruba, vous devez être puni. Si vous insultez les Baminiqués, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut pénaliser ceux qui insultent. Même dans nos administrations. Oui, mais même dans l'administration, si il s'avère que là, on a marginalisé telle ethnie par rapport à telle autre ethnie, celui qui est à l'origine de ça doit être pénalisé, doit être mis à l'amende. C'est comme ça que nous allons nous en sortir. Et c'est ça le travail de la jeunesse. Et c'est ça le travail justement du cercle UJA Mandela, c'est de dire l'esprit ethnique, nous le combattons par tous les moyens. Totalement. Il faut le combattre. De l'Afrique de la défense. Alors, c'est-à-dire que l'Afrique est présentée comme étant le seul continent au monde qui n'a pas d'armes, qui ne fabrique pas d'armes, qui n'a pratiquement pas d'armée. Et souvent, les Africains sont désespérés et ne croient même plus en leur force. Et chaque fois qu'il y a un petit litige à régler, eh ben, ils sont obligés de faire de la mendicité, d'appeler l'aide internationale. Et comme nous sommes dans un monde marchand, mercantile, cette aide internationale, elle a un coût. Et les grandes puissances, année après année, commencent à nous faire savoir que, écoutez, on veut bien vous aider, mais ça commence à nous coûter de plus en plus cher, cette solidarité. Donc, pour cette Afrique de la défense, cette Afrique dont je me rappelle les propos du guide libyen Muammar Kadhafi, qui disait que l'Afrique a la plus grande armée du monde en termes d'hommes. C'est-à-dire que si nous rassemblons les effectifs, les contingents humains, militaires de toutes les armées africaines, eh ben, nous sommes la première armée mondiale. Mais donc sur cette problématique alors de cette armée africaine sous-équipée, sous-matérialisée, qui manque d'industrie, de complexes militaro-industriels, c'est-à-dire d'usines à fabriquer des armes. Quel est ce message d'espérance pour que les responsables africains prennent les décisions qui s'imposent? Très bonne question. Ils se sont réunis à Addis Abeba il n'y a pas très longtemps pour parler de la défense. Face à ce qui se passe en Centrafrique, le désordre, les crimes crapuleux, malgré l'élection de Mme Catherine, qui est une très brave femme, et elle l'a dit, je suis ce qu'on appelle l'unité en question, puisque je suis né de père camerounais, je suis né de mère centrafricain et je suis né au Tchad. Il n'y a pas mieux que ça. Et maintenant, ils se sont réunis pour dire qu'il faut effectivement une armée. C'est vrai, il faut une armée quand ça chauffe, que ce soit au Mali ou en Centrafrique, que cette armée, au lieu de faire venir les Français, que cette armée soit capable de mettre fin à toute forme de violence et de génocide.
Maintenant, il faut donner les moyens à ces militaires. Il faut les former. Là-dessus, il vaut mieux les former dans les meilleures écoles, particulièrement les écoles militaires américaines. Il faut les former, il faut les professionnaliser. C'est capital, c'est important. Et en même temps, une fois qu'ils sont bien formés, il faut leur donner les moyens. Parce que s'ils ne sont pas bien payés, ces militaires, ils peuvent être tentés, effectivement, d'aller se faire voir ailleurs et dans de mauvaises conditions. Je dis qu'il faut faire de nos armées des armées professionnelles. Il faut moderniser l'équipement. Bien sûr, il nous faut des hélicoptères, il nous faut des chars. C'est tout à fait normal. Et puis, des porte-avions, il nous en faut. Mais cela veut dire qu'il faut toujours, on en revient à la situation qui est de s'organiser. C'est le manque de méthode et le manque d'organisation qui bloque tout ça. Une fois qu'on aura sur le plan financier, et là aussi il faut parler de franc qui soit le franc africain. On en a parlé. Tant que nous serons à la merci du dollar, tant que nous serons à la merci de l'euro, tant que... C'est le sujet, président. Des monnaies étrangères, parce qu'il faut payer... Non, c'est-à-dire que si nous pouvons payer déjà, si nous pouvons moderniser le matériel militaire, ça nous permet de faire face à toutes les violences. Non, il faut des industries locales. Il faut des industries locales aussi, c'est capital. Qui fabriquent des fusées, des missiles intercontinentaux, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, et c'est pourquoi je dis qu'il faut favoriser le transfert de technologie. C'est-à-dire si nous devons avoir des industries militaires dans nos pays respectifs, que ce soit à Douala, Yaoundé, que ce soit à Conakry, ou que ce soit à Abidjan, ou que ce soit je ne sais où, il faut quand même un transfert de technologie militaire sur le sol africain. Ça, c'est important. On a déjà un exemple avec le cas de l'Afrique du Sud, non? Oui, l'Afrique du Sud aussi peut servir. L'Afrique du Sud partage absolument. ces technologies-là. Absolument. Il faut que non seulement l'Afrique du Sud partage ses connaissances militaires, sa capacité militaire, mais il faut l'étendre effectivement aux autres pays africains. Et je suis totalement d'accord avec vous. Mais ça aussi, ça a un coût financier. Et c'est là où je dis qu'il faut trouver, si vous voulez, quelque chose qui nous permette de nous faire respecter là-dessus, mais qu'on ne soit pas non plus à la merci des monnaies étrangères. C'est ce que je veux dire. En tout cas, la question qui est là, est-ce que l'Union européenne a-t-il, ou bien l'Union internationale, la communauté internationale, a-t-il confiance au continent africain de nous laisser gérer ce genre d'industrie? Alors, si les chefs... Parce qu'ils ont le monopole. Oui, mais si les chefs d'État africains encouragent le transfert de technologie, dire que nous voulons avoir cette industrie sur le terrain, et ça permet de former les meilleurs d'entre nous. Si nous sommes tous unis pour ça, et on refuse effectivement qu'on nous impose ces armements venus d'ailleurs, déjà le fait d'être unis et d'être intraitables là-dessus, ils seront obligés, l'étranger sera obligé, les Européens seront obligés de se plier à cette volonté de l'unité africaine. Le tout, c'est que nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous faire confiance. Une Afrique qui fait peur à elle-même, une Afrique qui s'acharne sur elle-même, mais ça devient la risée et la proie de l'étranger. Donc le tout, c'est de nous faire confiance nous-mêmes, c'est de nous donner la main et de choisir les meilleurs d'entre nous, les meilleurs compétents, les excellences, les encourager. Et ça, c'est une question de pédagogie, mais c'est aussi une question d'éducation, d'où l'utilité de ce genre d'émission, de ce genre de rencontre, de ce genre de dialogue. C'est une question de dialogue, d'éducation et de formation, et chacun de nous doit mettre ça dans sa tête. Donc voilà, face à cette question, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, il faut bien dire que s'il y a un pilotage, l'Afrique du Sud va piloter tout ça. Il n'y aura pas de débordement. Les Européens ont tort d'avoir peur que si on donne la bombe, si demain les Africains arrivent dans certains pays africains, ils arrivent à avoir la bombe, le type va venir parce qu'il est fou, appuyer sur le bouton et puis machin. Ça, c'est pas de bon. C'est pas sérieux. Si demain un pays africain a une bombe atomique, c'est sûr qu'on fera tout pour ne pas que l'Africain appuie là-dessus n'importe comment. Il y aura un pilotage, il y aura des instructions, il y aura un comportement, il y aura des principes. Nous sommes comme tout le monde, il y a des gens qui sont très bien partout, il y a des gens qui sont très mauvais. Nous ferons tout pour ne pas que la bombe africaine
que nous allons évidemment forger, si on arrive à le faire, tombe entre les mains de quelqu'un qui n'est pas normal. C'est clair, net et précis. Donc, ce sera entre les mains des gens valables, des humanistes, et qui savent qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. On ne s'amusera pas avec la bombe africaine. Elle sera comme celle des États-Unis. On l'utilise quand ça vaut la peine. On le fera comme la Chine. On ne l'utilisera pas n'importe comment, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est de la caricature que de dire si demain les Africains, surtout de l'Afrique noire, ont une bombe et vont appuyer là-dessus n'importe comment. Je dis que c'est faux. Nous sommes normaux comme tout le monde et nous ferons tout pour ne pas que la bombe africaine tombe entre n'importe quelle main. L'Afrique est capable de produire. Totalement, de produire et en même temps. Ils sont capables de gérer. Totalement, de gérer ça pour le bonheur de tout le monde. C'est clair, net et précis. Alors, je disais en conclusion que si demain un pays africain avait une bombe atomique, on n'en est même pas là, mais j'espère que ça viendra un jour, que cette bombe atomique ne sera pas entre les mains de n'importe qui, que nous sommes conscients de la gravité des armes qu'il faut utiliser quand il le faut et que nous ne ferons pas n'importe quoi avec la bombe atomique si jamais on avait la bombe atomique et que le pilotage peut venir du côté de l'Afrique du Sud qui peut parfaitement trouver des hommes, des militaires capables de mener ça à bon port. Donc il faut arrêter la caricature qui consiste à dire si demain tel pays africain avait une bombe, ça serait mis entre n'importe quelle main. C'est de la caricature contre laquelle nous devons nous inscrire en faux. L'Africain est comme tout le monde, il peut être meilleur comme il peut parfaitement faire le pire. Et nous, le meilleur, par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour l'humanité. C'est clair, net et précis. Merci. Donc là, nous allons pouvoir passer à la partie suivante, c'est-à-dire la partie du chroniqueur. Voilà l'instant chronique, Monsieur le Président. Donc nous vous invitons parce que vous êtes venu avec un sujet sur l'affaire Youssoufa, une édition qui est apparue avril-mai-juin 2006. Absolument. Donc la guerre entre Juifs et Noirs n'aura pas lieu. Ouais. Donc les problématiques sur cette affaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le nouveau rapport entre les Juifs et les Africains? Voilà. Il faut déjà qu'il y ait ce que j'appelle ce respect mutuel. Les Falachas sont allés en Israël nombreux. Malheureusement, ils n'ont pas été toujours acceptés. Je trouve que ça, de la part de l'État d'Israël, c'est une erreur. Beaucoup d'immigrés africains sont allés effectivement en Israël parce qu'ils fuient soit la misère, soit la guerre dans leur pays. Et ils n'ont pas été souvent acceptés. Alors que nos frères juifs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Mali, qui sont en Guinée, qui sont un peu partout, au Nigeria, sont parfaitement acceptés, intégrés. On leur confie des entreprises entières. On leur confie même parfois la marche militaire, telle qu'au Cameroun. Tout le monde sait que l'armée camerounaise est pratiquement encadrée par l'armée israélienne. Ce qui veut dire que dans certains pays africains, nous avons accepté l'intégration avec nos frères juifs, de travailler avec nos frères juifs. Je ne vois pas, quand les immigrés africains arrivent en Israël, quand les Falachas choisissent de quitter leur pays pour aller en Israël, qu'ils ne soient pas acceptés. Ils vont maintenant applaudisser devant même le Parlement israélien pour avoir les papiers. Je dis qu'il faut leur accorder les papiers. Ça grandit nos peuples. Ça grandit le peuple juif, ça grandit les peuples africains. C'est en nous respectant et c'est en acceptant les uns et les autres que nous pourrons avancer. Donc les nouveaux rapports doivent être comme ça. C'est-à-dire, si les immigrés africains viennent, il faut qu'ils aient leurs papiers, il faut qu'on respecte leur dignité. L'État d'Israël est fondé sur le respect de la dignité. L'État d'Israël a beaucoup souffert pour faire souffrir d'autres hommes aujourd'hui et d'autres femmes. Donc, les nouveaux rapports, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que l'immigration soit acceptée, il faut que l'immigration bénéficie des papiers, et il faut que l'immigration soit acceptée comme partout, en Europe, comme nous le voyons, comme on le voit en Afrique, comme on le voit aussi en Amérique. Et à l'époque, quand nous avons publié justement ce numéro en disant qu'il n'y aura pas de guerre entre juifs et noirs, c'est parce que nous croyons effectivement au bon rapport entre juifs et noirs, entre juifs et arabes, pourquoi pas, entre juifs et toutes les autres communautés. Nous croyons en ça et nous nous inscrivons dans cette perspective de pouvoir ensemble travailler
se respecter et faire évoluer du Mali. En tout cas, les immigrés en Israël souffrent cette problématique en espérant vraiment qu'elle puisse rentrer dans l'ordre. Dans l'émission dernière que nous avons pu faire, vous avez parlé, vous avez demandé vraiment l'intervention de l'Union européenne en Afrique centrale. Voilà. À Bangui exactement. Oui, et au Mali. Alors, mon cher ami, c'est une très bonne question. Que s'est-il passé? Aussi longtemps que les Africains, comme on a dit, n'auront pas une armée capable de faire face à toutes ces violences et à tous ces extrémismes, je ne vois pas comment l'Union européenne peut laisser les militaires français seuls au Mali et maintenant en Centrafrique. Ça a été une erreur de la part de l'Union européenne. Et ces derniers temps, il se trouve que l'Union européenne a enfin accompli qu'il fallait prêter main forte aux militaires français, que ce soit en République centrafricaine ou que ce soit au Mali. Je trouve ça salutaire. Et je trouve ça qu'il faut encourager. Si l'Union européenne comprend qu'il faut maintenant soutenir les militaires français par d'autres militaires européens, par d'autres armements venant de l'Europe, je trouve que ça, c'est la bonne initiative et que ça avait mis trop de temps. Il fallait commencer par là. Donc, nous espérons que le fait qu'il y aura maintenant des militaires venant de pays européens pour aller appuyer les militaires français, nous espérons que bientôt la violence va s'arrêter en Centrafrique. Nous espérons qu'avec cette aide nouvelle, que les djihadistes, les talibans au Mali ne continueront plus à faire leur loi et que enfin la paix va revenir dans ces deux pays, qui sont deux pays magnifiques et qui, en ce moment-là, pourront devenir ce qu'on appelle des États dignes de ce nom. Donc je salue cette prise de position de l'Union européenne et je pense que tout bon Africain ne peut pas ne pas saluer cette nouvelle prise de position de l'Union européenne, à savoir venir au secours des peuples centrafricains et maliens. En tout cas, nous remercions votre intervention et vos salutations. On croit à ces gens qui interviennent dans toutes les parties de l'Afrique et nous espérons qu'ils prendront vraiment fin. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je remercie la jeunesse. Je remercie ce que j'appelle les nouveaux médias. Parce que si vous savez communiquer, si vous savez aujourd'hui parler avec les bons médias pour que l'Afrique se relève de la situation actuelle, vous aurez rendu le plus grand service. C'est-à-dire savoir parler dans les médias, savoir proposer et faire en sorte que l'Afrique moderne se matérialise et se concrétise. Et je compte sur vous. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que nous ferons de très grands débats et le combat ne fait que commencer. Et nous vaincrons. Merci.